conversation que vous avez normalement à l'écran. Et dans la deuxième partie, donc vers 19h45, ben, nous répondrons alors aux différentes questions que vous aurez posées. Voilà, donc comme je vous le disais à l'ordre du jour, le déploiement fédéral du projet REDI, que je vais vous expliquer dans un instant. Ensuite, ma collègue Stéphanie prendra la parole pour vous parler, revenir sur les bases en fait de ce programme REDI et notamment donc le droit à une existence digne. J'interviendrai ensuite pour vous parler des budgets de référence, donc qui sont le concept sur lequel se base l'outil REDI. Ensuite, c'est ma collègue qui reviendra à un petit descriptif de l'outil Ready et on circulera aussi pendant quelques minutes dans cet outil de façon à ce que vous ayez aussi concrètement une idée de à quoi ça ressemble. On ne fera pas une démonstration complète comme on peut le faire avec les travailleurs sociaux, évidemment, mais comme ça vous verrez sur quoi, enfin comment ça fonctionne. J'en viendrai après à un outil particulièrement important de l'outil Ready, un document particulièrement important qui est le cadre des conventions et qui vous implique particulièrement, et puis ensuite un petit rappel de ce qui est important à retenir à l'heure actuelle. Alors, ce déploiement fédéral de Ready, l'objet de la circulaire du 10 mars 2023, mais qui faisait suite à l'arrêté ministériel de janvier, je pense que c'était le 22 janvier 2023, était donc d'implémenter, de généraliser l'usage de Ready. Ready était déjà utilisé dans une série de CPS en Flandre, avec pour objectif donc d'objectiver et d'harmoniser l'analyse des besoins des demandeurs d'une aide financière supplémentaire. Et donc, à cette fin, donc, les CPAS étaient encouragés à utiliser le programme REDI, à la fois via une licence REDI qui est subventionnée, donc licence REDI qui a été développée, enfin le programme REDI a été développé par les collègues du CEBUD, et donc ça permet à chaque CPAS de bénéficier gratuitement du programme, et donc un soutien à l'aide financière, aux aides financières supplémentaires qui sont déterminées via l'outil REDI. Alors, pour rappel, évidemment, l'évaluation des besoins des demandeurs se fait par l'outil REDI, mais l'autonomie locale reste préservée, euh, notamment par rapport au groupe cible, mais également par rapport au montant de l'aide financière qui est, in fine, accordé. Donc, REDI ne donne pas un ticket avec un montant déterminé que vous devez appliquer tel quel. Il est possible d'adapter ce montant à la politique spécifique et la politique locale, aux orientations politiques, et aussi également de déterminer les conditions à cette aide financière supplémentaire, même si une condition a été fixée par le gouvernement et qui est donc le fait de suivre, sauf exception, une trajectoire d'activation qui peut être le PIS ou une autre modalité. Alors donc il y a eu une première période de subvention qui a duré du 1er mai, enfin qui a pris cours le 1er mai 2023 et qui court jusqu'au 29 février de cette année, donc dans quelques jours. Cette première période de subvention concerne 422 CPAS belges donc, qui sont inscrits pour en bénéficier. Pour rappel, il y a une date limite pour le rapport annuel unique par rapport à cette période qui est fixée à 2 mois plus tard, donc le 30 avril 2024, et vous avez le lien des modalités de ce rapport unique. Donc ces slides seront mis à disposition évidemment à la fin de cette présentation, en tout cas ou demain. Petite info, donc pour les aides financières supplémentaires qui sont décidées par le CSSS avant le 1er mars 2024, pourvu que donc la décision est courte avant le 1er mars et qu'il y ait une décision de montant et donc une date finale par rapport à l'aide financière, les soutiens qui dureraient au-delà du 1er mars 2024, mais qui auraient donc été décidés avant, seront financés par cette première vague. Donc le budget dont vous disposez actuellement peut finalement être utilisé au-delà du 29 février, mais pour autant que la décision ait été prise avant cette échéance. Les subventions, par contre, qui n'ont pas été utilisées devront être restituées à l'État. Alors la deuxième période de subvention, elle concerne 408 CPAS belges, donc finalement l'immense majorité des CPAS
poursuivre l'expérience. Il n'était pas possible pour des CPS qui n'auraient pas demandé la première période de subvention de continuer, de faire partie de la deuxième période. Par contre, tous les autres pouvaient le faire, donc on a perdu 14 CPS dans l'aventure. Et donc cette deuxième période de subvention démarre le 1er mars et se termine le 31 décembre 2024. Et on verra évidemment avec le prochain gouvernement de ce qu'il en est, d'une poursuite ou pas. L'arrêté ministériel pour cette deuxième période de subvention est en préparation. Et donc, parallèlement à ce déploiement fédéral, a lieu une évaluation du projet par d'autres équipes, évidemment, que les nôtres. Donc, je vais maintenant céder la place à ma collègue Stéphanie, qui va vous revenir brièvement donc, sur le droit à une existence digne, qui est donc un préalable au programme REDI et au budget de référence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour l'outil REDI. Donc moi, dans cette brève séance d'information, je vais balayer rapidement le principe du droit à l'existence dans la dignité. C'est à la fois le cœur du travail des travailleurs sociaux des CPS, mais c'est aussi l'objectif de l'outil et du développement de REDI. Alors, si on part du point de départ de la mission principale d'un CPS, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est juste pour revoir un petit peu les grands principes. Donc, lorsqu'une personne se présente au niveau de l'institution, une des missions du CPS, c'est de la recevoir et à travers l'enquête sociale, de faire le bilan de ses ressources, de ses besoins et de voir quels sont les leviers au niveau du CPS et les ressources au niveau de la personne pour pouvoir répondre à ces difficultés. Donc, le droit à la dignité fait partie des ressources légales. Elle est reprise dans la loi organique des CPS. Il s'agit donc bien d'un droit, mais comment répondre à ce besoin de dignité? C'est à ça notamment que REDI a voulu répondre. Alors, il existe deux outils principaux au niveau des CPAS. Il y a tout d'abord le droit à l'intégration sociale qui est repris dans la loi de l'intégration sociale. Et donc ici, suivant le profil du demandeur, s'agit-il d'une personne isolée, d'une personne cohabitante ou d'un ménage, il existe plusieurs seuils qui sont repris dans la loi. Et donc, lorsqu'on s'interroge de savoir comment accompagner ces personnes-là au niveau de l'intégration sociale, il s'agit d'appliquer les calculs qui sont déjà repris dans la loi. Il s'agit d'une application stricte, il n'y a pas beaucoup de marge de liberté et elle est la même pour tous les CPS du pays. Alors ensuite, le deuxième grand pilier, le deuxième grand outil des CPS, c'est le droit à l'aide sociale qui peut prendre la forme d'une aide financière, d'une aide matérielle, d'un accès à un service. Et l'idée, c'est soit d'agir de manière préventive pour éviter qu'une situation empire ou bien pour redresser une situation, au contraire. Et il y a notamment, je vais en parler un petit peu plus, un peu plus loin, l'AFS, l'aide financière supplémentaire. Et là, contrairement au droit à l'intégration sociale, le droit à l'aide sociale, c'est une décision qui est prise au niveau de chaque CPS, donc de chaque commune, qui va s'adapter au demandeur qui est en face de lui et aux possibilités du propre CPAS. Alors, le CBUT, qui est à l'origine de REDI, a commencé à initier ce projet-là il y a plusieurs années et il a mené, entre autres, quelques études. Donc, il a voulu s'intéresser aux pratiques des différents CPS. Et dans le tableau qui vient d'apparaître à votre écran, en fait, il a soumis tous les CPS, pas tous les CPS, mais plusieurs CPS du pays à un exercice. Donc, il leur a proposé, vous voyez dans la commune, dans la colonne de gauche, plusieurs scénarios, le scénario d'une femme seule, d'un couple avec 2 enfants, d'une femme seule avec 2 enfants, etc., etc. Et donc ici, l'idée, c'était de mesurer de quelle manière les CPS octroyaient l'aide financière supplémentaire. Alors, en encadré maintenant, vous voyez qu'il y a une colonne maximum et une colonne minimum. Dans la colonne maximum, on voit que dans les différents CPS, pour le même scénario, je vais reprendre la ligne de la femme seule, au maximum, l'aide financière supplémentaire octroyée correspondait au montant de 304 € et au minimum, on voit que rien du tout n'était octroyé pour le scénario d'une femme seule. Alors, ce scénario, cette différence de maximum et de minimum se répète pour les différents scénarios fictifs proposés. Et on voit que la différence la plus flagrante, c'est celle
au niveau de la troisième ligne qui concerne le couple avec 2 enfants, où là, suivant les différents CPS, certains vont octroyer jusqu'à une AFS correspondant à un montant de 492 € et d'autres rien du tout. Alors, le CEBUD a même poussé l'exercice un petit peu plus loin. Au lieu de s'intéresser aux pratiques entre différents CPS, il s'est intéressé aux pratiques entre les travailleurs sociaux d'un même CPS. Cette fois-ci, il n'a soumis qu'un seul scénario fictif, le cas de Jeff, à plusieurs collègues d'un même CPS. Bon, le CEBUD a réitéré cet exercice-là dans plusieurs CPS en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, et les CPS étaient de différentes tailles. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici, par exemple, en première ligne, Flandre, en Flandre orientale, un CPS de petite taille, etc., etc. Et donc, nous retrouvons à nouveau nos 2 colonnes maximum et minimum, et nous voyons qu'au sein d'un même au sein d'un même CPS, différents travailleurs sociaux vont octroyer un maximum ou un AFS minimum pour ce même cas. Et donc, on voit par exemple ici la différence la plus importante, elle a été soulignée au niveau d'un petit CPS à Bruxelles, où on voit qu'au maximum, un travailleur social octroyait une AFS de 600 €, pardon, alors qu'un autre octroyait une aide supplémentaire de 50 €. Alors, ça peut être compréhensible qu'il y ait des différences entre les CPS parce qu'ils répondent à un contexte environnemental différent. Maintenant, on va voir que c'est un petit peu plus questionnant si face à une même situation, des personnes, des collègues au sein d'un même CPS appliquent une aide différente. Alors, l'aide financière supplémentaire est en constante augmentation. Pour prendre quelques chiffres qui sont propres à la Flandre, mais pour illustrer mes propos, en 2013, il y a environ 71 000 aides financières supplémentaires qui ont été octroyées à des usagers. 5 ans plus tard, en 2018, nous sommes passés de 71 000 à 96 000. Ça veut dire qu'en 5 ans, il y a une augmentation de 25 000 octrois. Et donc là, en plus, ces chiffres-là datent de 2018. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, encore presque 6 ans plus tard, avec un contexte socio-économique qui ne s'est pas spécialement amélioré, on peut imaginer que ces chiffres-là ont encore augmenté. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres bruxellois ni wallons à vous présenter sous les yeux. Donc, face à cette constante augmentation, ce que je voulais dire, c'est que, vous le savez, les CPS travaillent sur base d'un pouvoir discrétionnaire qui peut être un atout parce que ça permet d'offrir une réponse personnalisée à une demande différente, à une situation différente qui doit répondre à des difficultés différentes. Et puis, ça permet de répondre au contexte local. Le loyer n'est pas le même suivant les communes dans lesquelles on habite. Mais voilà, ce qui est embêtant, et là, on fait plutôt face à un problème de type plus structurel, si pour un même cas, une aide différente est octroyée par des personnes différentes suivant l'interprétation et la lecture de la situation. Alors, entre autres, l'idée de Ready, c'est de pouvoir permettre aux demandeurs de vivre dans une situation de dignité humaine, mais de manière juste, c'est-à-dire suivant leur situation individuelle, et équitable, c'est-à-dire que tous les protagonistes vont répondre de la même façon à sa situation. Alors, quand on parle de Ready, de quoi avait-on besoin avant d'initier le projet? Ready, en fait, c'est un outil de diagnostic. Tout d'abord, il permet de donner une vision commune de la dignité humaine en se basant sur le principe de l'égalité substantielle. Et donc, en fait, jusqu'à présent, jusqu'avant Ready, les barèmes de l'accompagnement individuel étaient plutôt basés sur le principe de l'égalité, c'est-à-dire que pour un même type de famille, par type de famille, on entend au niveau de la composition et au niveau du logement, c'est-à-dire comment habitait-il, ce ménage en question habitait-il dans la région flamande, à Bruxelles ou dans la région wallonne. Et donc, sur base de sa composition et de la région d'habitation, une même aide était proposée. Donc, cela voulait dire qu'on traitait de manière égale des situations différentes et traiter de manière égale des situations différentes, ça ne permet pas à chacun, suivant sa situation, de pouvoir vivre dans la dignité humaine. L'idée, au contraire, c'est de pouvoir accompagner les personnes sur base de leurs différences, mais en ayant pour objectif pas une aide égale, mais un objectif égal. C'est le résultat qui doit être égal. Et comme vous pouvez voir sur le petit schéma avec l'arbre et les personnes qui symbolisent tout simplement le principe de l'égalité substantielle. Donc, l'égalité substantielle, en fait, elle veut gommer les différences entre les personnes. Et donc, l'idée, c'est face aux différentes personnes, c'est d'octroyer un accompagnement différent. Et c'est bien l'objectif, là,
la branche la plus bas qui se veut égale. Alors, après avoir déterminé cette vision commune de ce qu'est la dignité humaine et de comment l'octroyer, ben, l'idée, c'était de travailler avec un outil qui permette d'identifier, de diagnostiquer la situation de difficulté de manière objective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation différente possible et qui se base sur des données scientifiques, qui est le résultat du travail du CEBUD en collaboration également avec notre équipe ici à l'Université de Liège et qui permet en fait de constituer, d'identifier les besoins dans les différentes sphères de la vie quotidienne et de savoir comment ces besoins évoluent avec le temps et de pouvoir répondre à des besoins de manière personnalisée. Et puis enfin, le dernier pilier, c'était de pouvoir travailler grâce à un soutien politique qui, lui, émane du SPP Intégration Sociale, qui a diffusé cette vision commune et qui a permis d'accompagner financièrement sur 2 ans l'exploitation de l'outil Ready. Alors, je vais désormais céder la parole à Laurent qui va vous parler des budgets de référence. Mais avant ça, je vais vite vérifier pour ne pas avoir le souci technique de tout à l'heure, la connexion au niveau de Ready pour la démonstration tout à l'heure. Comme ça va tourner pendant que tu parles. C'est bon. Et puis, voilà, merci. Bien, donc moi je vais vous parler à présent de la façon dont les budgets de référence ont été créés et d'abord de ce que sont les budgets de référence. Donc, il faut que je me remette, voilà. L'idée du budget de référence, en fait, date d'il y a une quinzaine d'années et le principe était de se demander quel est le revenu minimum requis pour garantir le droit à une vie digne. Et par vie digne, on entend la pleine participation à la société. Donc, ces budgets de référence ont été basés sur une théorie scientifique de Dwyer-Leboeuf. Je ne vais pas y revenir ici en détail. Sachez simplement qu'ils sont constitués de 11 paniers, pardon, et qu'ils ont quelques prérequis. Donc, les 11 paniers, c'est un panier concernant la santé, un panier concernant les soins d'hygiène personnelle, les vêtements, l'habillement, les loisirs, le repos, la possibilité pour les enfants de grandir en sécurité, les relations sociales, la mobilité, la sécurité, le logement et évidemment l'alimentation. Alors, ces budgets de référence se basent sur des prérequis qui sont tout d'abord des conditions individuelles et on fait l'hypothèse que les personnes sont en bonne santé, d'une part, et qu'elles sont compétentes et bien informées. Donc, ça limite déjà pas mal les conditions, mais ça, c'est, donc je le rappelle, pour les budgets de référence qui, eux, sont pleinement standardisés, hein, pas pour l'outil Ready qui permet, lui, d'adapter vraiment aux situations des personnes. Donc, mais par défaut, on considère que les personnes sont en bonne santé et qu'elles sont autonomes. On considère aussi que les conditions sociales leur permettent d'avoir des institutions et des commerces qui soient accessibles, sans voiture personnelle, donc en transport en commun et éventuellement en vélo et à pied, et que les logements sont de qualité. Donc on voit que c'est des conditions qui sont très standardisées et pas vraiment applicables à la situation de beaucoup de personnes qui s'adressent au CPAS pour obtenir une aide. Alors, il s'agit évidemment d'une limite inférieure, hein, quel est le budget de référence minimal pour participer à la société et non pas d'un budget euh, qui permettrait toutes les folies, on va dire. Ces budgets de référence aboutissent néanmoins à des montants conséquents. Et donc ici, à titre exemplatif, je peux vous montrer 4 types de familles. Il y en a plus dans les budgets de référence. Donc vous voyez une personne seule, une famille monoparentale avec un enfant, une famille de 2 parents et 2 enfants et un couple de retraités. Les distinctions peuvent être faites selon la région. Donc les budgets de référence ne vont pas plus bas que le niveau régional. D'où l'importance, on le verra dans le cadre de l'adaptation aux situations individuelles, d'indiquer les logements, les coûts des logements notamment. Mais il distingue en tout cas le fait de vivre en logement social ou en logement privé. C'est ainsi que vous voyez que pour une personne seule vivant à Bruxelles, on est tout en haut à gauche du tableau, selon qu'elle est dans un logement social ou dans un logement privé, le budget de référence se montra à 1168 € ou 1619 €. Si on prend un couple de retraités en Wallonie, donc c'est la case tout en bas à droite,
En logement social, le budget de référence serait de 1772 € et en logement, enfin sur le marché locatif privé, on est à 1999 €. Donc ça, c'est les budgets qui ont été mis à jour en mai 2003. On peut supposer qu'ils ont encore un petit peu évolué. Alors, ces budgets de référence, ils ont d'autres applications que l'aide financière supplémentaire, hein. Ils peuvent servir aussi à comparer l'efficacité du revenu minimum, le caractère abordable ou pas des biens et des services publics et, in fine, évaluer le risque de pauvreté. Ils peuvent constituer aussi des normes d'orientation pour évaluer les situations de vie par rapport à la dignité humaine et donc constituer un outil de diagnostic et d'orientation, notamment ici pour les travailleurs sociaux des CPAS, mais ça peut aussi être pour les médiateurs de dette, pour les juges dans le cadre enfin, pour fixer la pension alimentaire. Et dans d'autres organisations à titre scientifique ou même sociales, associatives, etc. Ils sont flexibles et ils s'adaptent aux situations de vie individuelles, donc pas alors les budgets de référence en tant que tels, mais l'outil Ready sur lequel on va venir dans un instant, en tout cas ma collègue Stéphanie. Et donc différents outils en ligne ont été développés. Il y a notamment un calculateur de budget à destination du grand public et qui est assez basique, l'outil Ready pour les CPAS, mais il y a également un outil pour les étudiants et un outil pour la médiation de dette plus spécifiquement. Donc, je vous rappelle que n'hésitez pas à poser les questions par écrit. On les lira évidemment à la fin de cette présentation et on y répondra. Ou vous pourrez les poser évidemment oralement aussi à ce moment-là. Donc, j'en viens maintenant à l'outil Ready qui se base sur les budgets de référence, mais qui permet donc une personnalisation. Et je cède la parole à nouveau à Stéphane. Alors, l'outil Ready, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est bien de comprendre un outil en comprenant sa signification. Donc, c'est tout simplement pas vraiment un acronyme, mais une petite abréviation du budget de référence pour une vie digne. En néerlandais, je ne vais pas vous dire l'intitulé en entier, mais c'est REMI. Et en français, c'est donc Ready. Et donc, Ready est un outil en ligne, standard et objectif. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais un petit peu à l'image d'un thermomètre qui prend la température d'un patient. L'idée, c'est de pouvoir prendre une mesure de manière objective, hein, sans pouvoir l'interpréter, et de manière standard, c'est-à-dire que l'outil est le même pour tous les utilisateurs. C'est un outil en ligne, donc ce n'est pas un logiciel qu'on télécharge, mais il est toujours accessible en étant connecté sur Internet. Et surtout, l'idée, c'est que c'est un outil qui accompagne, qui donne des éclairages, mais qui ne décide pas à la place des CPAS. Alors, Ready analyse les besoins financiers sur base des budgets de référence actualisés, c'est-à-dire qu'assez régulièrement, nous revoyons le contenu des différents paniers parce que, par exemple, pour les besoins sociaux, on va considérer quelque chose à une certaine époque et puis pas à une autre époque. Et puis aussi avec un minimum de qualité dans le sens où l'idée, ce n'est pas non plus de ne proposer que les produits entrée de gamme et que les personnes bénéficiaires d'un accompagnement financier du CPS ne puissent acheter que un seul produit. Ils peuvent avoir le choix en 2-3 produits qui ne soient pas forcément, bien entendu, pas le plus cher, mais en tout cas pas le moins cher. C'est un outil qui mesure si les rentrées d'un ménage, que ce soit des revenus d'un travail ou bien des revenus de remplacement, répondent aux dépenses minimales nécessaires à une vie digne. C'est-à-dire, il y a les dépenses effectives qui sont déjà prises en charge par le ménage, mais il y a aussi celles qui doivent servir de provision en cas de besoin futur. Imaginons les enfants qui grandissent, il faudra acheter dans quelques mois des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, ou bien la machine à lessiver tombe en panne, ou peu importe un électroménager. L'idée, c'est, grâce à Ready, de pouvoir, avec les budgets de référence, anticiper les éventuelles dépenses qui vont arriver au cours d'une année. C'est un outil qui facilite une aide sociale plus égalitaire, hein, on l'a vu en visant à gommer les différences entre les CPS et aussi, surtout au sein des CPS entre eux. Il a été créé à la demande et en coopération avec les CPS, c'est-à-dire qu'initialement, il y a
quelques CPS flamands qui se sont regroupés pour pouvoir répondre de manière identique à des situations vraiment identiques. Ils ont établi des collaborations comme ça, et ce sont eux qui étaient demandeurs en fait d'un outil qui puisse donner une orientation, d'un outil de mesure. Il y avait à la base 45 CPS flamands qui étaient partie preneurs du projet Ready avant qu'on le lance dans tout le pays. Et donc c'est un outil qui répond à une demande de terrain, hein. Il n'a pas été créé dans la tour d'ivoire des chercheurs de la haute école et de l'université. Et enfin, au niveau du produit, de l'output, il donne un aperçu uniforme et structuré de la situation de déficit ou de surplus du ménage demandeur d'aide, qui peut éclairer à la fois le travailleur social, qui peut faire le bilan des ressources qui ont été mobilisées, que ce soit au niveau du ménage concerné ou bien même au niveau du CPS, et de l'ayant droit, car lui-même peut voir où seront ces dépenses qui peuvent être éventuellement revues ou pas. Et donc, on va le voir après lors de la simulation. En fait, le budget de référence Ready est divisé en 4 catégories. On va voir quelles sont les dépenses fixes, l'argent quotidien, les provisions pour le futur, hein, je disais pour répondre, remplacer un électroménager, et puis les dépenses extra. Alors, la transition, quelle a été la différence entre les budgets de référence théoriques et l'outil Ready? Laurent vous l'a expliqué, les budgets de référence théoriques répondaient à des situations hypothétiques de famille avec des montants moyens et standards. Et grâce à ce concept que j'ai évoqué tout à l'heure d'égalité substantielle, en fait, désormais, grâce à Ready, nous travaillons avec des situations réelles de famille. Il ne s'agit pas juste d'avoir une composition type et d'habiter dans telle ou telle région pour déterminer les besoins, mais dans Ready, on peut encoder les coûts réels du logement, le loyer réel, les dépenses en énergie, mais aussi on peut encoder les dépenses en frais de santé supplémentaires, s'il y a des frais de garde d'enfants, s'il y a des frais de voiture, enfin tout ce qui correspond aux dépenses du ménage. Ready est vraiment personnalisable. Alors, je vais désormais vous montrer en quelques minutes comment fonctionne l'outil. Et donc, je vais devoir cesser ce partage d'écran. Hop là, je reviens sur Teams et puis je vais partager un autre écran avec vous. Et Laurent, tu vas me confirmer, voilà. Bon. Donc là, moi, je me suis connectée avec ma carte d'identité, comme doivent le faire les travailleurs de CPS. Et donc, voilà sur quel écran j'arrive. Alors, je vais vous montrer un cas fictif qui a déjà été encodé, pour ne pas passer le temps à l'encoder. C'est celui de la famille fictive de Monsieur Mohamed Fadil. Alors, vous voyez à gauche, il y a 6 modules qui sont à compléter progressivement. Le premier module reprend les données personnelles de la personne qui ouvre le dossier Ready au CPAS, donc le numéro de registre national, etc. Une fois qu'on a terminé d'encoder ces données personnelles, nous avons un module revenu net à compléter. Alors, celui-ci reprend tous les revenus, peu importe l'origine. S'il y a un complément intégration sociale, voilà. S'il y a des allocations familiales qui sont perçues, une pension alimentaire qui est perçue d'un ancien partenaire. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir également qu'on peut encoder une épargne. Alors, il y a 2 façons d'encoder l'épargne, puisque en fait, l'outil Ready permet de ensuite extraire un formulaire PDF qui récapitule toutes les données qui ont été encodées. Alors, au niveau de l'épargne, soit vous pouvez mentionner une épargne en décision avec le travailleur social, bien entendu, qui sera juste indiqué à titre indicatif, ou alors s'il est décidé de prendre en compte d'une partie de l'épargne dans le budget mensuel du ménage en question. Alors, en cliquant une case, une partie de l'épargne, le montant décidé, sera repris dans le calcul du budget mensuel. Alors, ensuite, une fois qu'on a encodé tout ce qui était revenu net, nous pouvons préciser, nous devons préciser la composition familiale en distinguant les adultes et les enfants. Alors, pour chaque membre du ménage, il est également demandé d'indiquer quelles sont les rentrées financières, s'il y a déjà un revenu d'un travail ou des allocations qui sont perçues. Sachez qu'à tout moment, via l'onglet modifier, il est possible, soit si une erreur a été encodée, soit si une situation a été modifiée dans le ménage, il est possible de modifier toutes ces informations-là.
soit on peut le faire dans le mois suivant ou peu importe quand. Imaginons qu'un enfant naisse ou bien qu'un enfant ait quitté le ménage ou peu importe. Il est toujours possible, en fait, de recréer un nouveau budget mensuel en modifiant une information, s'il y a une dépense en plus, une rentrée en plus, peu importe. Alors, après les revenus nets, la composition familiale, il vous est demandé d'encoder les informations relatives au logement, hein. Quelle est la situation de la personne? Est-elle locataire ou propriétaire? Est-ce sur le marché privé ou social? Quel est le montant du loyer ou de la mensualité à rembourser à la banque? Plus tous les frais liés aux dépenses énergétiques. Alors, sachez qu'il y a certains champs qui doivent être obligatoirement complétés. C'est le cas notamment du loyer. Vous ne le voyez pas ici parce qu'on est sur un dossier qui a déjà été encodé, mais si vous l'encodez progressivement avec le demandeur, ces champs sont accompagnés d'une astérisque rouge et donc là, vous êtes obligé d'encoder un montant réel. Pour les autres montants, par exemple l'énergie ou une assurance santé ou des frais scolaires, si l'usager ne connaît pas les montants réels, alors le budget REDI ira chercher en fait dans les budgets de référence. Après le logement, il vous est demandé dans REDI d'encoder tout ce qui est relatif aux dépenses, que ce soit en termes de santé, les frais relatifs au ménage. Ici, vous pouvez encoder une pension alimentaire si elle est payée par le ménage en question, des frais de garde d'enfants, tout ce qui est communication, internet, téléphone, tout ce qui est assurance, hospitalisation, santé, mutu, autres cotisations. Les impôts. Et puis, il est enfin possible de compléter des dépenses relatives à une voiture. Alors là, vous voyez qu'il est indiqué nécessaire, point d'interrogation. C'est au travailleur social et à l'usager de décider si la voiture est considérée comme nécessaire pour le déplacement du ménage. Si elle est considérée comme nécessaire, alors les frais liés à ce véhicule seront repris dans le budget mensuel. Après les dépenses, le dernier encart à compléter, c'est celui relatif aux dettes. On peut ajouter plusieurs dettes. Et les dettes, à nouveau, on peut les distinguer si un plan de remboursement a déjà été initié. Alors, cette dette-là pourra être reprise dans le budget mensuel. Alors, les dettes, il faudra prendre en considération celles qui sont jugées comme comment dire, incontournables, par exemple rembourser une facture liée à des frais de santé, ou bien celles qui sont considérées superflues dans le sens où il sera peut-être décidé en accord avec le CPS qu'une facture de téléphone qui est trop exagérée, on ne va peut-être pas l'entrer dans le budget mensuel de la personne en question. Alors, une fois que vous avez tout encodé, vous voyez que la situation, donc là, c'est l'état des lieux des ressources et des dépenses. Vous pouvez, je vous disais, télécharger en PDF. Vous le téléchargez ici en cliquant ici. Et on voit, voilà, je l'enregistre et va-t-il s'ouvrir automatiquement? Et il apparaît à votre écran. Alors, tout ce que je viens de vous décrire, les 6 modules, données personnelles, revenus nets, composition familiale, etc., etc. Tout ce que vous avez encodé, en fait, les champs et les sous-champs, ici on n'a pas trop fait dans le cas de l'exercice, mais vont apparaître, ça s'appelle le dossier, en fait, c'est le dossier de base du demandeur. Alors, après ceci, une fois que vous avez encodé ces modules-ci, vous allez générer le budget mensuel en cliquant sur Nouveau budget. Et c'est ici que vous allez voir si la situation financière du ménage est en surplus ou en déficit. Évidemment, c'est maintenant que mon programme tourne un petit peu. Alors, il y a les 4 catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, on voit ici, je vais commencer par la colonne de droite. La colonne de droite, il s'agit à la fois de ce que l'usager a déclaré et à la fois ce que REDI est allé chercher dans les budgets de référence. Alors, les revenus totaux, c'est donc le total des revenus qui ont été déclarés. Tout le total réglé dans le budget, ça correspond aux dépenses. Donc là, c'est là qu'il s'agit d'un mix entre ce qui est déclaré par l'usager et ce que REDI est allé chercher dans les budgets de référence. Par exemple, il n'a pas tenu compte d'une assurance, de ses cotisations pour la mutualité, par exemple, il n'a rien déclaré. Alors, dans ce cas-là, REDI est allé chercher dans ses budgets de référence à quel montant pouvait correspondre une cotisation pour la mutu. Et au final, vous avez le solde qui sera ou positif ou négatif. Et dans notre cas, il est négatif. Nous avons un solde de 383,11 €. Alors, pour avoir le détail de tous les champs, vous avez les dépenses fixes, l'argent quotidien, l'argent pour vivre, les provisions pour le futur et les dépenses extra.
Alors, en quelques lignes, les dépenses fixes, ça reprend les assurances, les loyers, le précompte immobilier, les cotisations mutualité, l'alimentation, la pension alimentaire. Attendez. Non, pardon, la pension alimentaire ou les frais de garde d'enfants, tout ce qui est frais de téléphonie. Voilà. Alors, la colonne de gauche, c'est le budget de référence. Donc, si c'est le résultat des recherches de l'équipe CEBUD et de l'Université de Liège pour voir à quel montant correspondent ces postes-là aujourd'hui, en 2024. La colonne centrale, dépenses réelles, c'est ce que l'usager a complété avec le travailleur social dans Ready. Et la dernière colonne, réglée dans le budget, c'est un mélange. Ce n'est pas une simple addition ou soustraction, mais suivant le poste en question, c'est une combinaison en fait entre le budget de référence et les dépenses réelles du ménage. Dans le module argent pour vivre, alors là, il s'agit de toutes les dépenses quotidiennes ou mensuelles, hein, l'alimentation, l'entretien de la maison, la santé, l'hygiène, les vêtements, les déplacements, la réparation de certains objets, la scolarité. Pour le détail de ceci, hein, pour savoir ce qui est vraiment repris, vous avez toutes les informations, bien entendu, sur le site de Ready Rémy avec la composition et le prix de chaque point pour chaque panier. Alors, dans les provisions pour le futur, on tient compte de l'équipement de la cuisine, de la literie, des gros électroménagers, d'un vélo, de l'entretien de la maison comme repeindre un mur, du matériel informatique. Et enfin, au niveau des dépenses extra, c'est ce qu'on a encodé avec le demandeur, c'est-à-dire les frais de santé, l'entretien d'une voiture si elle a été jugée nécessaire. Et de la même manière que vous avez pu extraire un PDF du dossier général du ménage, vous pouvez extraire un PDF de son budget mensuel. Et le budget mensuel pourra être renouvelé, actualisé autant de fois que nécessaire. Donc ici, je vais le sauvegarder. Je vais, par exemple, encoder budget mensuel de février 2024. Je le sauvegarde. Et je vais pouvoir le télécharger, soit pour le travailleur social, soit pour le demandeur. Et là, on voit que tout ce que je vous ai décrit apparaît dans le PDF avec la date de la création du dossier et le nom de la personne. Et puis le détail pour les 4 grands modules, hein, l'argent au quotidien avec les budgets de référence, les dépenses réelles. Ici, la colonne dépenses réelles est complètement vide puisqu'il n'a rien été demandé dans Ready en ce qui concerne les frais d'alimentation. Ici, pour ce poste-ci, l'argent quotidien, tout est repris via le budget de référence. Voilà, alors je vais arrêter le partage. Voilà, et je reviens. Je vais redonner la parole à Laurent en repartageant. J'espère, non, j'ai partagé la mauvaise. Hop là, voilà, toujours des petits aléas. Qu'est-ce que je dois partager moi? Ah voilà, ceci. Voilà, et je recède la parole à Laurent. Voilà, merci Stéphanie. Donc, je vais vous parler du cadre des conventions. Je surveille l'heure aussi, vu que on a pris un petit peu de retard par rapport à la répétition. Le cadre des conventions, c'est en fait la pierre centrale et ça va répondre à notamment une des questions qui ont été posées. C'est le document qui vous permet de définir à l'avance et de faire des choix, mais qui soient explicites par rapport à toute une série de questions qu'il faut se poser par rapport à l'utilisation de Ready. Alors, sans doute que toute une série de choix ont déjà été faits au niveau de chacun des CPAS. Certains ne le sont peut-être pas de façon aussi explicite. Donc, ce cadre des conventions permet vraiment de passer toutes les dimensions en revue, de façon à clarifier en fait tous les choix politiques qui sont sous-jacents et de façon principalement à réduire les disparités au sein des CPAS principalement, donc entre les travailleurs sociaux eux-mêmes. Alors, ce cadre et convention, en fait, il permet de se poser des questions sur la population à laquelle on destine Ready.
sur les revenus qui sont pris en considération, sur les dépenses qui sont prises en compte et sur le soutien financier qui est fourni en cas de solde négatif. Et donc, vous avez une adresse ici qui indique où se trouve un exemple de cadre des conventions. Alors, concernant le groupe cible, il s'agit de savoir effectivement, est-ce qu'on adresse Ready pour les personnes déjà bénéficiaires du revenu d'intégration, pour tous les bénéficiaires du CPS, pour tous les résidents vulnérables résidents de la commune, hein, donc vulnérables dans le cadre de l'assistance proactive, certaines catégories en particulier, ou commencer par certaines catégories et puis étendre l'outil en fonction de la perception de son efficacité à d'autres outils. Et donc, voilà, c'est toute une série de questions qui sont liées vraiment à la population, au groupe cible de cet outil. Il s'agit aussi de déterminer quels sont les revenus. Alors, par défaut, le principe est d'indiquer tous les revenus de tous les membres de la famille, mais ça nécessite quand même de prendre des décisions plus spécifiques sur certains revenus, comme les revenus ponctuels, est-ce qu'ils sont pris en compte ou pas, les revenus des enfants résidents toujours dans le ménage et qui travaillent déjà, s'agit-il de prendre en compte l'ensemble des revenus de ces enfants ou une partie ou pas du tout dans l'idée de leur permettre de s'autonomiser et de prendre leur indépendance. Et l'épargne de la même façon, ben, est-ce qu'on immunise une partie de l'épargne et quelle part de l'épargne est-ce qui est considérée comme faisant partie des revenus du ménage. De la même façon, les dépenses, a priori, elles sont calculées par Ready, donc elles sont déjà déterminées, mais il s'agit néanmoins de prendre des décisions par rapport aux dépenses réelles. Lesquelles est-ce qu'on va prendre en considération à l'intérieur du CPS par rapport aux différentes personnes? Les seules dépenses qui doivent être prises en compte obligatoirement, c'est le loyer ou le crédit hypothécaire. Toutes les autres, ça c'est au choix de chacun des CPS. Et donc la question des factures énergétiques ou d'eau, etc., doit être décidée. Est-ce qu'on prend les revenus, pas les revenus, les dépenses standards ou bien les dépenses réelles, la question des soins de santé, la question de l'alimentation, de la garde d'enfants, des dépenses d'éducation, etc. Les dépenses de mobilité, les dépenses ponctuelles également, et faut-il tenir compte des dettes? Est-ce que certaines dettes sont prises en compte dans Ready? Mettons une dette hospitalière, parce que voilà, la personne ne pouvait pas se permettre de prendre une assurance hospitalisation et tout à coup a une grosse difficulté de santé. On va peut-être considérer que cette dette-là peut être prise en compte dans Ready, alors qu'une dette de consommation pour des achats inopportuns et un peu excessifs ne sera pas prise en compte. Voilà. Ready n'est pas nécessairement l'outil qui est adapté à la médiation de dette, mais il permet en tout cas de tenir compte. Et puis, il y a aussi d'autres avantages qui peuvent être entrés dans Ready. Le cadre des conventions permet aussi, donc je le rappelle, ce cadre des conventions ne constitue pas des directives pour le CPS, mais des questions à se poser avec des recommandations du CEBUD et aussi des exemples de ce que les autres CPS font, de façon à ce que chaque CPS puisse se positionner par rapport à sa ligne politique et donc respecter le pouvoir discrétionnaire du CPS. Mais donc, il s'agit aussi de se positionner sur, en cas de solde négatif, le cadre des conventions invite à se demander si est-ce que tous les autres droits ont été épuisés avant d'attribuer une aide financière supplémentaire, est-ce que les revenus peuvent être augmentés, est-ce que certains coûts peuvent être réduits. Il y a des choix qui sont à faire aussi, par exemple, quand on prend la dépense tout à l'heure de l'abonnement pour Internet et la télévision, un CPS peut tout à fait décider qu'il plafonne le montant à un montant raisonnable plutôt que mettre la dépense réelle si elle est excessive. Est-ce qu'un autre type de soutien est nécessaire et quel est finalement le type de montant, le montant qui va être choisi? Vous l'avez vu qu'il y avait des montants pour l'épargne, Stéphanie l'a expliqué. Par montant pour l'épargne, on entend donc pour remplacer tous les équipements qui demandent de mettre de l'argent de côté. Certains CPS décident de ne pas tenir compte de ce montant-là et de financer plutôt l'achat de certains électroménagers ou autres en cas de besoin, plutôt que de le garder dans le revenu, dans le budget de référence, dans Ready, comme une épargne que les gens maintiendraient. Voilà, alors évidemment, il y a des questions qui se posent aussi par rapport notamment au salaire minimum.
mais par rapport à l'autonomie de chaque CPAS, et l'objectif étant de rompre le cycle de la pauvreté. Il y a des conditions d'octroi, je vais y revenir, il y avait une question là-dessus par rapport aux trajectoires d'insertion. Mais évidemment, les conditions du soutien financier, ben, le cadre des conventions invite aussi à se poser de est-ce que ces conditions sont destinées à promouvoir l'autonomie, est-ce qu'elles respectent la liberté de choix et est-ce qu'elles sont intégrées dans une intervention, dans une action sociale de qualité. Évidemment, REDI n'épuise pas toutes les possibilités d'intervention sociale et n'est qu'un outil diagnostique et d'aide, mais forcément qui reste tout le travail de l'accompagnement social. Et enfin, décider aussi quelle est la durée de l'aide et tous les combien de temps est-ce qu'elle doit être renouvelée et les modalités du paiement. Alors, 19h50, très rapidement, pour qu'on ait le temps suffisamment des questions, je ne vais pas trop m'attarder sur ce stade-ci, juste retenir que REDI reste un point de départ pour l'aide, comme je le disais, hein, pour fournir un diagnostic, mais après, tout le travail social reste tout à fait pertinent. Et par ailleurs, REDI, par une certaine standardisation, permet aussi in fine, de mieux informer le CSSS et le politique et d'envisager aussi les manques sur le terrain. On peut constater qu'il y a toute une série de services qui manquent et où les familles doivent s'adresser à des services privés qui sont peut-être moins accessibles. Cette dia, je ne m'y attarde pas non plus, juste la question du fait que REDI n'empêche pas que des efforts structurels restent nécessaires pour augmenter les revenus minimums. Que l'aide financière supplémentaire reste un complément aux mesures structurelles et que REDI donc n'est pas un outil de calcul à utiliser tel quel, mais un outil qui permet de promouvoir l'égalité de traitement et qui doit accompagner la démarche. Il y a toute une série de ressources qui sont disponibles, notamment un site internet sur lequel on trouve le cadre théorique, un guide d'utilisation, mais qui vous est aussi parvenu, en tout cas chaque CPAS a reçu un document, un guide papier, et peut en commander d'autres. Sur le site internet, il y a aussi le manuel d'utilisateur, le guide des produits. Tout est absolument transparent sur la façon dont les budgets de référence ont été créés, des vidéos d'apprentissage, une foire aux questions, le cadre des conventions. Il y a aussi une foire aux questions sur le site du SPP Intégration Sociale. Et enfin, il y a une adresse de support technique et pas uniquement technique, aussi toutes les questions peuvent être posées via cette plateforme. Alors en pratique, donc la deuxième période commence le 1er mars, mais pour rappel, donc les aides qui ont été décidées avant le 1er mars, avec une échéance qui se poursuit au-delà du 29 février, peuvent être financées par le budget de la première période de subvention. Donc s'il vous reste des budgets, pour autant que ça a été déterminé avant le 1er mars, ça reste utilisable. La deuxième subvention donc, commence le 1er mars. Il y a une prochaine formation de remise à niveau pour les travailleurs qui n'y ont pas encore assisté, les nouveaux travailleurs, etc., le 25 avril. Et donc le 30 avril, il y a le 30 avril est la date limite donc, pour le rapport annuel unique. Voilà, là vous avez le trombinoscope des deux équipes, si besoin, et donc les différents éléments. Et je vais en venir aux questions directement. Je ne sais pas si je suis revenu. Tu peux y aller bien. Voilà. J'arrête le partage. Tu as accès. Et peut-être je vais traiter toute une série de questions. N'hésitez pas donc, si vous voulez, on peut réouvrir le micro à un moment, mais je vais de toute façon commencer par les questions écrites. Voilà, je fais défiler. Alors, le rythme d'actualisation des montants. Donc, tous les 6 mois, il y a une actualisation des montants via des paniers spécifiques de l'index des prix à la consommation. Et tous les 2 ans et demi à l'heure actuelle, on fait un relevé systématique alors dans les magasins et les commerces et les services
principalement sur Internet, même s'il y a encore quelques endroits où on doit aller sur place, mais pour évaluer les coûts moyens, donc, et pour être sûr que par rapport aux paniers qui sont utilisés à l'intérieur de l'index, plus spécifique, il n'y ait pas une déviation trop importante entre les montants utilisés dans les budgets de référence et l'indexation automatique. Voilà, alors à l'expérience, pour les ménages endettés et pour les ménages avec beaucoup de membres, les montants donnés par Redis semblent disproportionnés. Ce qui fait que, par exemple, sauf erreur de ma part, Gand exclut les ménages endettés. Donc, les ménages endettés, j'en ai déjà parlé, parce que tout dépend évidemment de ce qu'on considère. Forcément, si on prend en compte toutes les dettes dans Redis, Redis va ajouter les dettes comme étant des montants à financer. Ce n'est pas nécessairement le but du CPS si les personnes ont des dettes déraisonnables, qu'elles sont en médiation de dette. Voilà, ce n'est pas nécessairement l'outil le plus adapté pour les personnes en situation de dette. Il peut être utilisé tel quel, mais peut-être alors pour des dettes dont la personne n'est pas nécessairement responsable. Vous parlez du CPS de Gand. Le CPS vous trouverez aussi l'enregistrement du webinaire qui a eu lieu au mois de novembre et qui permettait à certains CPS de donner leur expérience sur toute une série de questions et de voir un petit peu la diversité d'usage effectivement de Reddit dans les CPS qui l'utilisent depuis plus longtemps. Alors pour les ménages avec beaucoup de membres, ça je n'ai pas eu de retour à ce niveau-là. Donc je ne peux pas réagir à la question, mais de fait, une fois que les montants sont déterminés par l'outil Ready, il y a un travail postérieur qui peut encore être fait pour vérifier si tout ça est bien correct, s'il n'y a pas d'erreur de surévaluation, ou bien si le CPS, dans sa politique, décide que certains montants ne sont pas légitimes ou doivent être soustraits du montant. L'aide financière supplémentaire n'est de toute façon remboursée par le SPP Intégration Sociale que pour les montants qui sont égaux ou inférieurs à ce que Reddy indique, mais pas pour le montant qui serait au-delà de ce que Reddy indique. Alors l'obligation d'activation, effectivement, là, jusque-là, Reddy en fait a été développé à la demande de CPS en Flandre par le CBUT, évidemment sans ce type de demande d'activation. C'était vraiment un outil à l'usage des CPS. Ici, dans la décision gouvernementale, les partenaires de la majorité ont décidé d'ajouter une obligation d'activation à l'utilisation de Reddy. C'est un choix politique par rapport auquel nous n'avons pas de marge de manœuvre, pas plus que le SPP Intégration Sociale, juste de l'appliquer tel quel. Il faut néanmoins considérer que il y a des raisons d'équité qui font que l'obligation d'activation n'est pas totale. Les gens qui travaillent, évidemment, on ne va pas nécessairement, mais ça doit être justifié. Le SPP Intégration Sociale, en tout cas, ne peut pas se soustraire à cette obligation-là et à la vérification de cette obligation-là. Mais le PIS n'est pas le seul outil. Donc, d'autres outils d'accompagnement peuvent être utilisés, d'activation peuvent être utilisés. Voilà. Malheureusement, on n'a pas donc la main sur cet aspect-là. Alors, les deux réflexions. Différence au sein de CPS, n'y a-t-il pas de réunion de pré-comité pour éviter cela? Là, concernant le fonctionnement interne de chacun des CPS, il y a une telle variabilité que, et par ailleurs, moi je ne suis pas spécialiste, ni ma collègue vraiment du détail interne du fonctionnement de chacun des CPS, mais ça a été constaté par plusieurs études. Donc il y a celle dont on parlait, mais Marjolaine Storms avait collaboré aussi par rapport à l'évaluation des situations, et il y a quand même une part qui dépend de l'évaluation menée par chacun des travailleurs sociaux, qui va oublier de signaler un droit, qui va prendre en compte une dépense, qui va estimer qu'une autre n'est pas légitime, etc., au-delà des décisions générales. Les différences entre les CPS, effectivement, c'est une question de choix et de volonté politique. Donc, ça dépend de la majorité et des choix qui sont faits. Et Reddy, comme vous l'avez vu, vous permet non seulement dans l'utilisation de l'outil, mais vous, en tant que membre du CSSS, vous recevez les fichiers PDF, ce qui vous permet de les analyser et de voir aussi s'ils respectent évidemment les choix qui ont été posés au niveau politique par rapport à la prise en compte de certaines dépenses
et pas d'autres. Est-ce que l'on garde des traces des anciens Redis quand on change les montants? Effectivement, alors chaque fois qu'on adapte les montants, la situation de la personne peut être enregistrée, ce qui permet de faire une révision. Par exemple, si la politique est de revoir tous les 3 mois, on a la première estimation. Donc aussi bien le diagnostic que le budget, donc les deux documents que Stéphanie a montrés tout à l'heure, tout est maintenu et il ne suffit, entre guillemets, au travail social que de modifier là où il faut modifier. Les travailleurs sociaux ont été frileuses de devoir utiliser leur carte d'identité personnelle. Effectivement, c'est venu à quelques occasions aussi en formation. C'est la seule manière d'être... on va dire les mots de passe, etc., ne garantissent plus la sécurité suffisante. Vous voyez bien que les données qui sont encodées ne concernent pas directement des données de santé, mais des montants qui sont liés à la santé. Quand il y a des pathologies spécifiques, on peut les entrer. Dans le programme Ready, par défaut, il y a quelques visites qui sont prévues, mais donc s'il y a des pathologies spécifiques, ça peut être indiqué. Donc il faut que ces données soient sécurisées et c'était la seule méthode. Alors ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est que c'est exactement la méthode que chaque personne utilise. Ça passe par la même plateforme que celle qui est utilisée pour toutes les autres démarches liées à l'État fédéral et donc aux déclarations d'impôts, etc. Donc, cet enregistrement de la personne permet de garantir la sécurité tout en utilisant un outil fédéral qui existe et qui garantit les questions de sécurité, d'éviter qu'il y ait des fuites, etc. Alors, comment on aboutit aux chiffres réglés dans la colonne réglés dans le budget? En fait, certaines catégories comprennent plusieurs sous-postes. Et donc, il se peut, par exemple, si on prend les assurances, qu'on ait encodé un montant pour une des assurances, mais pas pour les autres. Et donc, par défaut, dans Ready, les budgets de référence prennent en considération un montant. Là, on n'a introduit qu'un montant pour une des assurances. Dans ce cas-là, Ready va aller rechercher le montant spécifique pour l'assurance en question, mais va tenir compte des autres montants. Ce qui fait que dans régler dans le budget, ce n'est parfois ni l'un ni l'autre. C'est parfois un montant différent de ces deux-là. Pour d'autres dépenses, ça le remplace totalement. Si on prend par exemple les télécoms, par défaut, il y a certains montants qui sont pris poste par poste. Si on enregistre des montants spécifiques ou qu'on prend un pack télécom, ça ne retient alors que ce montant-là. Mais certaines catégories cumulent toute une série de dépenses différentes et donc on peut avoir un patchwork entre les dépenses. J'espère que ça éclaircit euh, les choses. Non, si le dossier passe au CSSS au-delà du 1, du 3, ce ne sera pas la subvention Reddit qui se termine au 29 février, ce sera la suivante. Si toute la subvention n'est pas utilisée, mais nous faisons partie de la deuxième subvention, le solde de la première subvention peut-il être utilisé après le premier mars? Non plus. La subvention retourne non pas au SPP Intégration Sociale, mais dans les caisses de l'État directement. Alors, nous n'avons pas eu la possibilité de dépenser la totalité de toute la première subvention. Peut-on donc passer 4 dossiers au Conseil de février et demander sur une durée de 4 mois, comme dit notre convention cadre de notre CPAS et permettre exactement là, dans ce cas-là, donc effectivement, si les 4 dossiers passent au Conseil de février, donc avant le 29, et qu'ils durent sur mars, avril, mai, juin, là, la dépense est éligible pour la première subvention. Je m'interroge si je me base sur ma situation personnelle, je devrais avoir une aide Ready, cependant je ne suis pas éligible au CPAS. Je suppose, vous voulez dire au revenu d'intégration. Effectivement, alors là, c'est quelque chose qui nous est déjà revenu, que parfois l'écart entre les travailleurs sociaux et les bénéficiaires était assez faible, enfin le budget de référence attribué était faible. Évidemment, Ready questionne assez fortement aussi les minima sociaux actuels, et notamment le revenu d'insertion. On a eu aussi la question inverse lors de la formation bruxelloise, où on nous a dit
le revenu d'insertion est insuffisant dans absolument tous les cas. Les gens sont incapables de se loger et de subvenir à leurs besoins avec le revenu d'insertion. Donc, c'est tous les minima sociaux qui devraient être relevés plutôt que attribuer des aides financières supplémentaires. Donc voilà, il y a à boire et à manger. Effectivement, le programme prend en considération ce qui est minimum pour vivre en dignité. Nous qui faisons partie maintenant des mises à jour du panier dans ce qu'on appelle le prêt, au-delà de la mise à jour des prix, il y a tous les 5 ans une mise à jour du contenu, hein, parce que les besoins évoluent. Par exemple, on peut considérer qu'un ordinateur était superflu il y a 20 ans, mais vu que tout a été dématérialisé, enfin la plupart des services, même publics, ont été dématérialisés, un ordinateur n'est plus superflu. Donc on met à jour tous les 5 ans, mais c'est vrai que dans nos réunions, c'est quelque chose qui apparaît souvent, comment respecter la dignité humaine sans éclater non plus les budgets, mais la remarque est pertinente. Pour pouvoir participer à la deuxième subvention, je vais très vite, désolé, pour le moment, je ne permets pas le retour, mais réagissez évidemment si ce n'est pas satisfaisant. Et même si au-delà de ça, moi, je n'ai pas toutes les clés non plus, donc je ne peux répondre que depuis mon point de vue. Localisé de collaborateurs, d'équipes collaboratrices avec le CBUT sur les mises à jour Ready, les paniers et l'application du programme Ready, vu que nous étions dans la partenaire déjà lors de la création des paniers en 2008. Alors donc, pour pouvoir participer à la deuxième subvention, un seul dossier avant le 29 du 2 est suffisant, c'est ce qu'on nous a toujours dit, effectivement. Ce n'est pas légal de Monsieur Van Dormal. Je ne sais pas malheureusement à quoi. Oui, c'est après, ça apparaît après. Ah pardon, qu'est-ce qui n'est pas légal? L'obligation d'activation. Oui, voilà, là, moi, malheureusement, je ne peux rien dire de plus que, que de prendre acte. Voilà, je ne sais pas, là, je suis arrivé au bout des questions. On a dépassé aussi de quelques minutes le timing alloué. Je pense que voilà, peut-être qu'on peut réactiver tous les micros si jamais quelqu'un souhaite, mais moi je ne sais pas le faire de là. Je ne pense pas. Non, tu dois le faire dans la version en ligne, en webmail, vu que on a eu des petits soucis techniques avec la mise à jour de Teams, et donc on doit jongler sur 3 programmes à la fois. Y a-t-il un pourcentage pour le nombre de dossiers passés en équité? Nous, on n'a pas du tout eu connaissance de ça. Alors, je ne sais pas comment le SPP intégration sociale fonctionne. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui s'allument à partir du moment où un pourcentage est dépassé? Ou est-ce qu'ils font un screen d'absolument tous les CPS? Là, je ne sais absolument pas. Il faut éventuellement leur poser la question si vous le souhaitez. Mais en aucune réunion qu'on a eue avec eux n'a été question d'un pourcentage. Par contre, si un CPS fait passer tous ces dossiers en équité ou s'il y a beaucoup trop de cas qui ne sont pas justifiés. Enfin, tout est une question de justification et j'ai entendu jusque-là. Mais je pense que la question se pose aussi pour d'autres programmes du SPP Intégration Sociale où vous êtes parfois questionné sur ces aspects. Donc voilà. Désolé pour le petit dépassement horaire. Je ne sais pas s'il reste d'autres questions, s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, on a dû quand même faire assez court par rapport à la formation habituelle, évidemment, pour ne pas prendre trop de votre temps. Si jamais il y a des questions que vous avez par ailleurs, n'hésitez pas à nous les poser. Je pense que la conversation de cet échange reste accessible même après l'échange, donc il est encore possible de poser les questions ou de les envoyer par mail. Le PowerPoint sera sur le site Ready. Oui, c'est l'intention et l'enregistrement de la séance aussi. Oui, voilà, je vois qu'il y a une précision sur l'arrêté, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance, je ne vais pas le relire. Mais merci pour votre participation. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui avec ce Teams qui a fait une mise à jour, ce qui change un petit peu les possibilités qu'on avait. Et puis le fait, évidemment,
qu'avec ces mises à jour, on n'a pas vu sur les... Donc on parle un peu dans le vide. C'est un peu déstabilisant aussi. Mais voilà. Ben, merci donc pour votre participation. Et s'il n'y a plus de questions, alors on va mettre fin à cette... Il y a encore une question. Et quand le Là, dès que mes collègues du CEBUT sont assez rapides, donc nous, on va leur communiquer l'enregistrement dès demain matin. Je pense qu'on ne va pas le faire aujourd'hui. On le fera demain matin et puis vous pourrez y avoir accès, je suppose, dès demain après-midi ou mercredi. Pardon? accès support les autres formations, Si, entre-temps, évidemment, les autres supports de formation, c'est la destination des travailleurs sociaux, restent disponibles aussi. Voilà. Mais je souhaite à tout le monde, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, mais merci pour vos remerciements. Si c'était clair, tant mieux. Et puis, on vous souhaite également une très bonne soirée. Donc, je vais couper la caméra et le microphone. Et s'il reste l'une ou l'autre question, on en prendra connaissance le temps de remballer nos affaires également. Voilà, merci à tous et à toutes.